Merci. Je remercie tout le monde d'être venu. Donc, je vais vous parler de biologie du développement aujourd'hui, sachant que c'est un sujet, enfin, j'ai un peu honte en une heure de vous parler d'un truc qui couvre plus d'un siècle et demi au moins de recherche. Donc, ça va être des grandes lignes et des généralités essentiellement. Alors avant, bon, ça je le mets, je le remettrai à la fin. Il y a quelques temps de ça, on avait essayé d'organiser des cours de biologie. La tentative n'avait pas fonctionné. Donc s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés, moi je suis partant pour donner des cours de biologie pour adultes, voilà, selon des modalités à discuter avec les gens intéressés. Donc le mieux ce serait de m'écrire, on en reparlera à la fin parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps avec ça sur le temps de parole. Voilà, alors la biologie du développement, c'est quelque chose qui concerne, dans le monde vivant, uniquement les organismes pluricellulaires, donc les organismes constitués de plusieurs cellules, ce qui veut dire que ça ne concerne pas, au moins en première, ça ne concerne pas les bactéries ni les eucaryotes, donc les organismes constitués d'une seule cellule avec un noyau. Donc ça concerne les organismes constitués de plusieurs cellules, qui sont indiqués ici en jaune. Vous voyez que dans tous les groupes d'eucaryotes, vous avez des lignées, des clades, des lignées, disons, où la multicellularité est présente. Donc les animaux sont ici. Chez les champignons, vous avez des multicellulaires et des unicellulaires. Ici, vous avez les algues rouges. Ici, vous avez les plantes terrestres. Ici, vous avez les algues brunes, etc. Donc ça concerne un certain nombre de lignées du vivant, mais pas toutes. Vous voyez aussi qu'on est assez proche des champignons et très loin des plantes. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et si on considère ces organismes pluricellulaires, il y a une première chose à remarquer, qui est connue depuis très longtemps, qui est résumé par ce proverbe latin, c'est que tout être vivant vient d'un œuf. Alors comme on est en biologie, il y a des exceptions. Ces organismes-là ne font pas d'organismes pluricellulaires avec un œuf, ils font ça en agrégeant des cellules isolées. Mais c'est plus une exception qu'une règle. La règle générale, c'est effectivement que tout organisme pluricellulaire commence par un œuf. Alors les raisons pour lesquelles c'est comme ça, s'il y a des questions à la fin, on pourra en discuter, c'est un peu en dehors du sujet, mais beaucoup de gens ont essayé de réfléchir pourquoi c'était comme ça. Donc la problématique, si vous voulez, c'est que vous partez d'une cellule unique, un œuf. Bon, on emploie plus volontiers le terme zygote, mais j'emploierais zygote ou œuf. œuf est plus connu, hein, moins technique. Et à partir de cette cellule unique, vous avez le développement d'un organisme qui comprend plusieurs centaines ou plusieurs milliers ou souvent plusieurs milliards ou centaines de milliards de cellules. Et c'est l'ensemble, alors ces cellules de l'organisme adulte, elles sont de types différents, alors que l'œuf, par définition, puisque c'est une seule cellule, c'est un type de cellule unique, comme dirait M. de la Palisse. Hein. Donc vous arrivez à des organismes qui sont composés de très nombreuses cellules de types différents et qui sont aussi organisés dans l'espace. Donc la biologie du développement, c'est ça, c'est l'ensemble des processus qui font passer d'une cellule unique à un organisme organisé dans l'espace et composé de tout un tas de cellules. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser à ce propos-là. Je ne les ai pas toutes listées, j'en ai mis juste quelques-unes. Donc on passe d'un type cellulaire unique à un organisme composé de très nombreux types de cellules. Par exemple, dans notre cas à nous, il y a les cellules de la peau, du système nerveux, du cœur, du foie, des reins, etc. Donc comment est-ce qu'on passe d'un type unique à tout un tas de types cellulaires différents? C'est le problème de la différenciation cellulaire. Vous passez aussi de quelque chose qui est une minuscule sphère à quelque chose qui est organisé dans l'espace, avec des symétries, des polarités,
Alors ce qu'on appelle polarité, c'est par exemple l'avant-arrière, droite-gauche, dos-ventre. Mais vous pouvez penser chez les végétaux aussi, la racine, la tige, etc. Et puis les symétries, c'est nous, on a un seul plan de symétrie là qui nous divise en partie gauche et partie droite. Mais vous avez d'autres animaux qui ont des symétries différentes. Songez aux anémones de mer, aux étoiles de mer, etc. Mais enfin, c'est organisé dans l'espace. Donc comment on passe d'une sphère qui n'a pas de polarité particulière à un organisme qui est polarisé? Donc c'est l'établissement des polarités et des symétries. Ensuite, comment chaque organe se met en place dans l'organisme. C'est-à-dire que chaque organe a une place délimitée dans l'organisme. Votre foie, il est toujours ici, il n'est jamais dans le bras, etc., etc. Donc comment chaque organe se met en place et comment aussi il est en relation avec les autres organes. Ça, c'est tout le problème de l'organogénèse. Et puis enfin, vous avez le problème de la taille et de la croissance. Puisqu'à partir d'une cellule unique, et il faut savoir que toutes les cellules sont à peu près la même taille. C'est-à-dire que la cellule l'œuf, le zygote, qui va donner naissance à un éléphant, une souris, un baobab, un séquoia, ou une mouche, ou une tique, ou je ne sais quoi de petit, tout ça au départ, ça a la même taille. Mais comment est-ce que la croissance est contrôlée pour que l'organisme atteigne une taille donnée et que chaque organe dans l'organisme occupe également une taille donnée? Voilà. Donc ça, c'est quelques-unes des questions. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ça ce soir, aujourd'hui. Quelques-unes des questions qui sont posées par la biologie du développement et comment on aborde ça. Voilà. La manière dont je vais vous présenter ça aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu historique, un peu l'historique de la discipline, si vous voulez. Donc d'abord, une description du développement. Ensuite, des manipulations du développement, vous verrez, c'est-à-dire ce qu'on peut apprendre en faisant des lésions, des ablations, des greffes, des transplantations, des choses comme ça. Et puis enfin, la véritable révolution, je crois que le mot est vraiment pas trop fort, qui s'est passée au début des années 1980, où on a basculé de ce qui était jusqu'à présent de la biologie du développement vers de la génétique du développement. Donc je vous raconterai ça. Et je vous raconterai ça en prenant des exemples chez les animaux, pour deux raisons. C'est que si je me mets à vous parler aussi des plantes et des champignons, c'est même pas la peine d'essayer de garder une heure comme temps de parole. Et puis la deuxième raison, c'est que beaucoup plus prosaïquement, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise. La dernière fois que j'ai fait de la biologie végétale, ça devait être en 1979. Donc, par contre, j'ai fait du développement animal toute ma carrière, donc bon, ça m'est beaucoup plus facile aussi. Donc tous mes exemples seront pris chez les animaux et souvent chez les vertébrés, parce que c'est des animaux qui nous sont plus familiers. Bien. Donc là, au début, le développement des animaux commence toujours de la même manière. Il commence par D'abord, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que historiquement, ça a été fait. Ces études ont été faites pour des raisons assez simples, sur des animaux ovipares. Parce qu'il est évidemment beaucoup plus facile de suivre le développement externe à partir d'un œuf que d'un animal vivipare où le développement se fait à l'intérieur du corps de la mère, enfin de la femelle. D'une part, et d'autre part, des animaux avec des gros œufs. Donc les contributeurs principaux, ça a été les amphibiens, les grenouilles et les salamandres, les oiseaux, les oursins, beaucoup, vous verrez. Éventuellement les poissons, mais ça c'est plutôt plus récent. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les premières étapes du développement sont très semblables. C'est-à-dire que vous partez d'une cellule unique, vous passez à 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, etc. Et vous arrivez au bout de quelques heures, ou ça dépend, à une petite boule de cellules, qui comprend quelques centaines ou milliers de cellules, qu'on appelle une morula, c'est-à-dire petite mûre en latin. Donc quelque chose qui ressemble à la mûre, enfin au fruit
des ronces, quoi. Alors j'ai un pour vous montrer ça chez une grenouille. Voilà. 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 Donc vous voyez l'œuf de grenouille qui se divise en cellules de plus en plus petites. Voilà. Donc, je le remets une deuxième fois pour le plaisir. Mais j'attire votre attention sur une chose, donc 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. J'attire votre attention sur une chose, c'est que tout ça, ça se fait, le film est évidemment très accéléré, c'est que tout ça, ça se fait à taille constante. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'œuf est une cellule géante. Ensuite, les cellules se multiplient en nombre, mais rapetissent en taille. Hein. Il n'y a pas de grossissement à ce stade-là. Ce qui est assez évident si vous y réfléchissez, parce que pour grossir, il faut bouffer. Hein. Il faut prendre de l'énergie du milieu extérieur. Et bon, là, l'œuf, il ne se nourrit pas. Donc, voilà. Pas dans le diaporama. Aïe. Incident technique. Ouais. Ok, donc on arrive à une petite boule de cellules qu'on appelle une morula. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une cavité va se creuser à l'intérieur de cette morula pour donner une structure qu'on appelle une blastula, qui est en fait une sphère creuse avec une couche de cellules à l'extérieur, comme ça, et une cavité à l'intérieur qu'on appelle le blastocèle, peu importe. Hein. Et la cavité qui est remplie de liquide, donc là vous l'avez en schéma, et ça ce sont des coupes à ce stade-là, donc à peu près de blastula d'oursin, pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai, entre guillemets. Et ensuite, il va se passer un événement extrêmement important, qu'on appelle la gastrulation. Parce que pour l'instant, on a une sphère de cellules, une sphère creuse, avec une seule couche de cellules à l'extérieur. Et ce phénomène de gastrulation, ça va consister à... Les cellules vont bouger les unes par rapport aux autres, et certaines cellules vont rentrer à l'intérieur de l'embryon. Alors imaginez un ballon d'enfant, là, les ballons de toutes les couleurs qu'on gonfle comme ça. Donc vous avez un ballon et vous enfoncez le doigt dedans. Hein, vous avez quelque chose qui va rentrer à l'intérieur pour former une sorte de doigt de gant à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle la gastrulation. Et c'est universel chez absolument tous les animaux, sans aucune exception. Alors avec des formes différentes, parce que les œufs ont des formes différentes. Les œufs des oiseaux, ça a un énorme vitellus, un énorme truc de réserve qui complique un peu les mouvements par rapport à d'autres. Donc je vous prends un exemple simple chez l'oursin. Mais fondamentalement, ça revient toujours à ça. Il y a des cellules qui vont rentrer à l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle la gastrulation. Donc ça va délimiter un orifice, hein, quand vous enfoncez le doigt dedans, un orifice qu'on appelle le blastopore. Alors vous pouvez être d'accord ou pas avec monsieur Volpert qui prétend que la gastrulation est l'événement le plus important de notre vie. Bon, petite blague de plus ou moins bon goût de biologiste. Mais la conséquence fondamentale de la gastrulation, si vous voulez, c'est que vous allez passer d'une couche de cellules unique, externe, à une structure qui va avoir 2 ou 3 couches de cellules. La couche de cellules externe qui va rester, bien sûr, une couche et qu'on appelle l'ectoderme. Ecto, ça veut dire à l'extérieur. Une couche, en fait on parle, c'est pareil, j'ai essayé d'éviter les termes techniques, en biologie du développement on dit feuillet embryonnaire, on ne dit pas couche de cellules, on dit feuillet, bref. Donc des cellules internes représentées en jaune ici, qui constituent l'endoderme, et puis des cellules intermédiaires entre les deux, représentées en rouge ici, qu'on appelle le mésoderme. Donc ecto c'est extérieur, endo intérieur, méso entre les deux. Alors il y a certains animaux qui n'ont que 2 feuillets, c'est-à-dire qui ont juste l'ectoderme et l'endoderme, où il n'y a pas les structures en couche ici qui apparaissent. C'est les animaux comme les coraux, les anémones de mer, etc., qui n'ont que 2 couches de cellules.
Nous, par exemple, on en a 3. Bien, alors par la suite, les étapes du développement vont devenir relativement plus différentes entre les différents animaux. Donc je ne vais pas vous décrire ça parce que là, ça va devenir interminable si je vous décris l'organogénèse chez les insectes, les mammifères, on n'en finira pas. Donc je me contente juste de vous montrer une étape suivante qui suit la gastrulation, qui est la formation du système nerveux, du tube nerveux chez les vertébrés, donc les animaux qui nous sont apparentés assez proches. Alors ça se fait, ça s'appelle la neurulation. Vous l'avez ici en photo de microscopie électronique chez un poulet avec les dessins, les schémas correspondants ici. Donc vous voyez qu'il y a un épaississement de l'ectoderme, donc de la couche externe, bleue là, qui forme ce qu'on appelle la plaque neurale. Il y a des plis qui se forment et puis ça va s'enfoncer aussi, là encore, à l'intérieur et se refermer pour former un tube qu'on appelle le tube neural, donc qui va depuis l'avant jusqu'à l'arrière, hein, et qui donnera par la suite le cerveau et la moelle épinière. Donc c'est un tube creux. Ce que vous avez dans la lumière du tube, hein, c'est ce qui donnera les ventricules du système nerveux qui sont remplis de liquide céphalorachidien. C'est ce qu'on vous prélève quand on fait une ponction lombaire. Voilà. Alors j'attire votre attention aussi sur cette petite population de cellules qui est au niveau du pli là, en bleu plus clair, hein, et qui va se séparer en fait. Et ce sont des cellules qui sont de la même origine, hein, que les autres, mais qui vont s'individualiser, se séparer et qui constituent ce qu'on appelle la crête neurale. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, j'ai également un film qui vous montre la gastrulation et la neurulation chez un... Alors, je vais recommencer au début. Là, toujours chez une grenouille. Alors, je vais le recommencer pour vous commenter en même temps. Là, vous avez la gastrulation, vous voyez les cellules qui rentrent à l'intérieur et l'orifice qui se forme. Et puis tout de suite après, la neurulation, ce pli là qui se forme avec le système nerveux qui se forme à l'intérieur. Voilà. Donc ça, ce sont, disons, purement descriptives. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a un tel délai là, parce que moi, l'image est réapparue sur mon ordinateur, mais pas sur le A. Voilà. Bon, assez rapidement, les gens se sont dit, ok, c'est bien beau de décrire tout ça, mais il faudrait pouvoir aller un peu plus loin, et pour ça, il faudrait pouvoir identifier les différentes cellules, les marquer. Et historiquement, ça s'est fait d'abord par une technique qu'on appelle des marques colorées. Hein, c'est bête comme chou, vous avez sur des blastulas de grenouilles, donc à l'étape de cette petite sphère creuse, là, vous mettez ça dans un fond de pâte à modeler avec des morceaux d'agar, dans lesquels on a mis des encres, de l'encre, des encres de couleur, évidemment pas toxiques, hein, et vous y déposez la blastula de grenouille, et le colorant va marquer des petites zones sur la blastula. Et après ça, on peut suivre ce que vont devenir les différentes cellules de la couche externe, donc de la blastula. Et on peut donc comme ça marquer les cellules et suivre leur destin. Et on fait ce qu'on appelle des cartes de destin, des fate maps en anglais, des cartes de destin des cellules de la blastula. Donc vous voyez qu'ici, on peut déjà reconnaître la future région ventrale et dorsale. On sait que celles-là vont être les cellules du ventre, celles-là, celles du dos. Vous voyez que les cellules de l'endoderme, donc celles qui vont rentrer à l'intérieur pour faire le tube digestif, elles sont là. Celles qui vont rester à l'extérieur pour faire la peau, je vais y revenir, et le système nerveux, elles sont là. Puis les cellules de la couche intermédiaire du mésoderme sont là. Et on peut comme ça suivre le devenir des cellules
par la suite du développement. Donc ça, c'est la même chose que l'image précédente, mais un peu simplifiée, hein. Et ça vous dit que, comme ça, on a pu déterminer très, très clairement que l'ectoderme donnait le tégument, c'est-à-dire l'enveloppe externe du corps, la peau chez nous, mais la cuticule chez les insectes, etc., et le système nerveux. Alors avec les deux zones déjà séparées, hein, celle qui va donner la peau, c'est là, celle qui va donner le système nerveux, c'est là. Le tube digestif sera un dérivé de l'endoderme, donc des cellules qui sont rentrées à l'intérieur, là. Donc le tube digestif, c'est-à-dire l'œsophage, etc., mais aussi les poumons d'ailleurs chez nous. Et puis l'orifice, le blastopore, là, par lequel qui est marqué par l'entrée des cellules, eh ben, ça dépend des cas. Il va donner, selon les animaux, soit la bouche, soit l'anus. C'est quelque chose qui a été observé depuis la nuit des temps, qu'on peut diviser les animaux en deux grandes catégories, ceux dont le blastopore va donner la bouche et ceux chez qui le blastopore va donner l'anus. Ceux chez qui ça va donner l'anus, on appelle ça des deutérostomes, c'est-à-dire bouche en deuxième, dont nous faisons partie, nous sommes des deutérostomes. Donc tous les vertébrés sont des deutérostomes, mais autrement, dans les animaux, qu'est-ce qu'il y a que les oursins, anémones de mer, étoiles de mer, oursins en sont aussi. Et puis il y a les animaux dont, par contre, le blastopore donnera la bouche et l'anus se fera en deuxième. Et ça, c'est la majorité des animaux, c'est tous les insectes, les mollusques, les vers, annélides, etc. Et puis finalement, la couche intermédiaire, le mésoderme, là, va donner en fait tout ce qui est entre la peau et le tube digestif, si je peux dire, hein, c'est-à-dire les muscles, la majorité des os, le système circulatoire, les reins, les gonades, etc. Donc on peut déjà savoir à ce stade-là ce que vont donner les différentes cellules. Okay. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces techniques-là de marquage des cellules pour suivre leur destin futur, on peut les appliquer à des stades plus tardifs. Là, je vous ai montré un exemple sur un embryon très précoce, hein, sur une blastula. On peut le faire plus tard. Et par exemple, je vous ai illustré ça avec les cellules de la crête neurale, donc les cellules, si vous vous souvenez, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont dans le pli, dans la formation du tube nerveux. Ces cellules, on a suivi leur développement, et le nom associé à ça, c'est Nicole Le Douarin, qui est une grande scientifique française, qui a été, quand il n'y a jamais eu le prix Nobel, mais qui a été nobélisable plusieurs fois, disons. Elle a mis au point une technique qui consiste à greffer des petits morceaux de tube nerveux avec la crête neurale, enfin la crête neurale tout seul, je crois que c'est pas très facile, d'un embryon de caille vers un embryon de poulet. Alors ça, l'illustration n'est pas bonne. C'est une autre technique du même genre, c'est de marquer radioactivement un embryon de poulet et de faire une transplantation dans un embryon qui n'a pas été, qui n'est pas radioactif. Et on peut également suivre le devenir des cellules avec ça. Les cellules de caille et de poulet, elles se distinguent les unes des autres. On peut les distinguer microscopiquement. Et comme ça, on a pu suivre le développement des cellules de la crête neurale dans la suite du développement, hein. Et ce qu'on a vu, c'est que les cellules de la crête neurale sont extraordinairement mobiles, et qu'en fait, elles envahissent tout l'embryon. Des espèces de super métastases, si vous voulez, sauf que c'est un développement normal, hein. Et à partir de là, on a pu voir ce que faisaient les cellules de la crête neurale. Et vous voyez qu'elles contribuent à tout un tas de structures, bon, je ne vais pas vous détailler, mais la crête neurale de la région antérieure du tube nerveux, du tube neural en formation, contribue à l'essentiel du squelette de la face, donc le cartilage du nez, des oreilles, etc. La mâchoire, les os du crâne aussi. Les cellules de la région sacrée, donc la plus postérieure, donnent le système nerveux entérique, c'est-à-dire le système nerveux associé au tube digestif. Et puis les cellules de la région du tronc, elles donnent aussi les ganglions, le système nerveux sympathique, les glandes surrénales, vous avez peut-être entendu parler, qui surmontent les reins. Et puis elles donnent aussi, étrangement ou pas, je sais pas, les mélanocytes de la peau.
Et là, vous le voyez très bien, parce que c'est un embryon chimère, un poussin de chimère, oui, qui est une chimère, qui a été fait par la transplantation d'une région du système nerveux, enfin du tube neural avec la crête neurale, le donneur étant une souche noire de poule, une souche de poule à plumes noires, quoi, chez un receveur qui est une poule à plumes blanches. Et vous voyez que les mélanocytes donc, de cette région-là sont formés par la crête neurale du donneur. Voilà. Ok, ça va, vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein, et me poser des questions. Hein. Donc voilà, si on résume cette première partie, je suis beaucoup trop long. Bon, si on résume cette première partie, vous voyez que les premières étapes du développement, je vous ai dit, sont assez semblables. Hein. Et vous voyez aussi que les cellules de l'embryon sont extrêmement mobiles, elles bougent les unes par rapport aux autres, elles se réorganisent les unes après les autres, ce qu'on peut suivre avec des expériences de marquage, soit par greffe, soit par marquage. Alors il y a des méthodes évidemment maintenant beaucoup plus modernes que ces marquages colorés comme ça. Je vous en ai pas parlé parce que vous avez eu il y a quelques années, je crois, une conférence de Nadine Perieras qui fait beaucoup ça, elle regarde les mouvements des cellules dans l'embryon de poisson avec des techniques très sophistiquées de marquage des cellules avec des protéines fluorescentes, etc. Donc il y a des techniques beaucoup plus récentes, hein, évidemment, mais là je vous donne surtout l'idée de la chose et un peu un aspect historique de la chose. Bon, alors ceci dit, il y a des gens qui se sont dit, bon bah écoutez, tout ça c'est très bien de regarder le développement, mais on ne comprendra rien si on n'essaye pas de le perturber et de voir ce qui se passe. Et ça, c'est toute une école de pensée qui sont très essentiellement des Allemands, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais il y a une école de biologie du développement très très importante en Allemagne. Et ils ont initié dans la... Alors regardez les dates, hein, dans la deuxième moitié du 19e, début du 20e, toute une école d'études de la biologie du développement qu'on a appelée Entwicklungsmechanik, je ne suis pas sûr de la prononciation, mécanique du développement, où en fait ils ont manipulé les embryons pour essayer de voir ce qui se passe. Donc je vais vous donner juste quelques exemples, hein, parce que sinon, pareil, je pourrais en parler 3 heures, hein, au moins. Et par exemple, M. Wilhelm Roux a fait des expériences sur les grenouilles. Donc au stade 2 cellules, il a regardé ce qui se passait si on détruisait une des 2 cellules à un stade 2 cellules, avec une aiguille chauffée au rouge pour piquer la cellule ici. Donc vous détruisez la moitié de l'embryon, et ce que vous obtenez, c'est un demi-embryon. Et donc il a considéré que, ce qui veut dire aussi hein, que quand vous êtes chez la grenouille au stade 2 cellules, en fait il y en a une qui va faire la moitié droite, l'autre la moitié gauche. Ce qui n'est pas évident à première vue. Hein. Vous pourriez vous dire, ben, celle-là va faire l'avant, celle-là va faire l'arrière, ou celle-là va faire le dos, celle-là va faire le ventre. En fait, non, elles se font comme ça. Donc c'est l'idée de développement mosaïque, c'est-à-dire que les cellules se développent plus ou moins indépendamment les unes des autres. Mais, à peu près à la même époque, d'autres expériences sur d'autres amphibiens, là en l'occurrence c'est des salamandres, en séparant les 2 premières cellules au stade 2 cellules, M. Erdvig a vu qu'en fait il avait 2 embryons normaux. Donc là c'est une contradiction totale avec ça. Un autre exemple, c'est M. Driesch, Hans Driesch, toujours dans la même gamme, dans les mêmes temps. Hein. Alors lui a fait sur des oursins, et il a observé que, alors les oursins, pardon, excusez-moi, les oursins, c'est des animaux qui se développent ce qu'on appelle indirectement, c'est-à-dire que à la fin du développement de l'embryon, vous n'avez pas un adulte en miniature, vous avez une larve. Songez comme les insectes avec les chenilles et les papillons, ou les asticots et les mouches. Donc vous avez des larves très caractéristiques des oursins qu'on appelle des larves fluteus. Voilà. Donc il s'est aperçu, ce monsieur Driesch, qu'en séparant les 4 premières cellules,
au stade 4 cellules, en séparant les 4 cellules, il obtenait 4 larves Pluteus à peu près normales. Et pour la petite histoire, ça l'a énormément perturbé. Ça l'a énormément perturbé parce que pour lui, il était incompréhensible qu'une partie donne un tout. Qu'à partir d'une partie de quelque chose, on refasse un tout. Ça lui paraissait pas possible. Alors il s'est mis à élaborer des théories tout à fait extravagantes, disons, en téléchie, forces vitales diverses. Il a abandonné la biologie. Il est devenu philosophe, un métaphysicien. Il est devenu prof de philo à la fac. Et à la fin de sa vie, il est parti complètement à l'ouest. Il a fait de la parapsychologie, de la télépathie. Enfin, mais c'est pas pour dire que c'était enfin, je veux pas le critiquer. C'était aussi un type qui a été, je crois, un des tout premiers professeurs d'université allemand non juif à être viré par les nazis. Ça a été un opposant de la première heure au nazisme, donc c'était pas bon. Voilà. Mais en tout cas, scientifiquement, il a bloqué, si on peut dire, avec ses expériences, quoi. Bon, dernier exemple que je vous donne dans ce domaine, c'est les expériences de M. Horstadius. Alors lui, pour le coup, c'est pas un Allemand, c'est un Suédois. Il a prolongé un peu les expériences de Driesch, si on veut dire, toujours sur des oursins. Et en s'intéressant à ce qui se passe pour les embryons d'oursins au stade 8 cellules. Alors, au stade 8 cellules, si vous séparez, avec une aiguille de verre très fine en l'occurrence, les 4 cellules, alors je vais dire supérieures pour rester simple, en fait c'est ce qu'on appelle le pôle animal et le pôle végétatif, mais bon, je ne veux pas vous encombrer avec des... Si on sépare les 4 cellules, disons, du haut de celles du bas, pour rester... Voilà. Les 4 cellules du haut donnent un truc complètement bizarre, qui bloque, son développement est bloqué, et il donne une sorte de blastula permanente, qu'on appelle Dauer blastula. Les 4 cellules du bas, elles, donnent une larve Pluteus, pas complètement normale, mais presque. Maintenant, si vous faites la séparation des 8 cellules dans l'autre sens, c'est-à-dire en mettant deux cellules du haut et 2 cellules du bas de chaque côté, vous avez 2 larves normales. Donc ça vous indique qu'il y a des communications qui se font entre les cellules, hein, que les cellules communiquent entre elles, qu'il y a besoin de quelque chose produit par les cellules, disons, du bas pour que les cellules du haut fassent quelque chose de normal. Et on peut... Alors ça, c'est des très... Enfin, je le décris comme ça a l'air de rien, mais c'est des très compliqués manip et très difficiles à faire et très jolis, je trouve. Il a poursuivi ça à un stade morula, donc avec déjà plusieurs dizaines ou centaines de cellules. Et là, vous voyez que la partie haute et la partie basse, bon, dans la partie haute, vous avez les cellules qui sont en blanc ici, donc ce qu'il appelle le pôle animal. Et la partie basse, vous avez plusieurs cellules aussi. Elles sont plus grosses et moins nombreuses, en fait. Et tout en dessous, là, vous avez des mini-cellules qu'on appelle des micromères. Donc le développement normal, c'est ça. Vous avez une larve Pluteus. Si vous isolez les cellules du haut, du pôle animal, disons, vous obtenez, bon, c'est la même chose que cette manip-là, hein, vous obtenez une Dauer blastula, une blastula permanente. Maintenant, si vous isolez les cellules du haut et les premières cellules du bas, disons, vous avez quelque chose qui reste complètement anormal, mais ça commence à vouloir faire quelque chose. Si vous prenez les cellules du pôle animal, donc du haut, et que vous rajoutez les cellules quand même plus du bas que celles-là, disons, eh ben vous avez un truc à peu près normal qui se fait. Et si vous rajoutez seulement les toutes petites cellules qui sont en bas, vous avez une larve Pluteus normale, mais alors normale sans l'être, c'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, la gastrulation et la formation de l'endoderme se font à partir d'ectoderme. D'ectoderme ventral, pour être précis. Donc vous voyez, ce genre de manip et bien d'autres, parce qu'il y en a eu sur un demi-siècle des tas et des tas, ça a permis de voir
qu'il y a des interactions entre les cellules, et on peut imaginer qu'il y a des cellules, vous voyez ici, qui vont produire une substance, hein, les cellules ici vont produire une substance qui va diffuser dans l'embryon et qui va être nécessaire pour les cellules du haut pour qu'elles aient un développement normal. Et enfin, la toute dernière dont je vais vous parler rapidement, c'est le travail de Hans Spemann et Hilde Mangold, qui leur a valu, toujours dans la même période, hein, qui a valu à Hans Spemann le prix Nobel en 1935. Bon, pour la petite histoire, Hilde Mangold était l'étudiante de Hans Spemann, c'est elle qui a fait toutes les expériences, comme toujours les étudiants dans les labos, hein. Et elle est morte très très tôt, comme vous voyez, à 26 ans. Elle est morte dans l'explosion de sa gazinière, je crois, donc qui a mis le feu à sa cuisine, et elle est morte comme ça. Et du coup, elle n'a pas eu le prix Nobel, parce que c'est pas attribué de manière posthume, mais on se souvient quand même de son nom, comme dans ce genre d'expérience. Donc là, je vous ai remis une carte du destin cellulaire, si vous vous souvenez de la blastula, hein, avec les territoires présomptifs qui vont donner l'endoderme, le système nerveux, la peau, le mésoderme ici. Et la zone qui va rentrer à l'intérieur au cours de la gastrulation, elle se situe ici. Ça, c'est une vue de côté, ça, c'est une vue de face, pour simplifier, hein. Et donc, la zone qui va rentrer à l'intérieur, elle est là, correspondant donc à cette zone-là. Et les expériences il y en a eu plusieurs, mais une des expériences princeps de Hilde Mangold et Hans Spemann, ça a été de greffer un petit morceau qui correspond à cette zone-là, qu'on appelle la lèvre du blastopore, de la greffer de l'autre côté de l'embryon. Donc vous la prenez ici et puis vous en greffez une autre ici, d'un autre embryon. Et ce que vous obtenez, c'est ça. C'est-à-dire que cette petite zone va être suffisante pour créer pas exactement un nouvel embryon, parce qu'il reste attaché comme des siamois, mais pratiquement un nouvel embryon, quoi, si vous voulez, un axe embryonnaire. Donc cette zone, ça s'appelle maintenant l'organisateur de Spemann. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que le système nerveux de ce nouvel embryon, en quelque sorte, est fait à partir d'ectoderme ici, d'ectoderme qui aurait dû être de la peau, mais qui a été induit à se transformer en système nerveux. Voilà. Donc, ce genre de manip peut être fait, encore une fois, sur des embryons précoces. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est sur des embryons précoces. Vous pouvez le faire sur des embryons, sur des structures plus tard dans le développement, hein. Donc, je vais rapidement vous donner un seul exemple encore. Ça, c'est Monsieur von Baer, encore un Allemand, beaucoup travaillé sur l'embryologie comparée des vertébrés, donc comparer les embryons de mammifères, d'oiseaux, de tortues, de lézards, de poissons, de tout ce que vous voulez. Bon, là, il dit que, je ne vais pas vous lire le texte, mais il dit qu'en fait, au cours du développement, les membres, c'est-à-dire ce qui sera les futurs bras, jambes, pattes, ailes, tout ce que vous voulez, en fait, ça, chez tous les vertébrés, ça commence pareil. Ça commence par ce qu'on appelle un bourgeon de membre, dont vous avez une image ici, qui a un petit renflement à la surface de la peau. On appelle ça un bourgeon de membre. Et c'est strictement indiscernable chez tous les animaux. C'est-à-dire, ça, je crois que c'est une image de bourgeon de membre humain, il me semble me souvenir, mais en tout cas, vous ne trouverez pas une seule personne sur Terre capable de vous dire si c'est un bourgeon de membre d'aile d'oiseau, de cuisse de patte arrière de grenouille, au début, c'est exactement la même chose. Et vous avez ici, vous voyez un épaississement dans la partie distale de ça. En fait, il y a deux zones particulières dans ça c'est des expériences sur le poulet. Vous voyez que cet épaississement ici, qu'on appelle la crête ectodermique apicale, peu importe, en fait, si vous l'enlevez,
chirurgicalement, disons, le bourgeon de membre s'arrête de pousser. Ça pousse plus du tout. Et puis vous avez, dans la partie arrière de l'embryon de membre, une zone particulière, qu'on appelle la zone d'activité polarisante, peu importe. Si vous la greffez dans la partie intérieure, vous voyez que ça détermine le développement d'un duplicata des doigts. Donc quelque chose qui vous rappelle, mais à beaucoup plus petite échelle, l'expérience de Spemann précédemment. Vous voyez donc qu'il y a des zones comme ça, donc je vais en finir là-dessus. Vous voyez donc qu'il y a au cours du développement, les cellules embryonnaires vont communiquer entre elles, et il y a des zones particulières de l'embryon qui vont émettre des signaux dont la nature était à l'époque strictement inconnue, hein, auxquelles les cellules voisines vont répondre ou pas. Et vous voyez aussi que les potentialités, ce que peuvent devenir les cellules, ça change aussi au cours du temps. Ça, c'était la situation de la biologie du développement, disons jusque dans les années 70, début des années 80. Voilà, j'ai amené un petit bouquin que j'ai utilisé pendant mes études, c'est ce qu'il fallait savoir en biologie du développement, disons, peut-être pour, je sais pas moi, peut-être un peu moins que l'agrégation, mais si à peu près quand même, pour passer les concours pour être prof de lycée, quoi. J'ai pas tout relu le bouquin, évidemment, mais je l'ai refeuilleté. Ça parle de ce dont je vous ai parlé, avec infiniment plus de détails, bien sûr. Mais j'ai vérifié, dans l'index, il n'y a pas une fois, le mot gène. Pas une fois. Donc, ce qui est d'autant plus marrant qu'à l'époque, regardez, c'est la même époque, hein, fin du 19e, début du 20e, et ben, la génétique faisait des pas de géant, hein, et en particulier les travaux sur la mouche entre autres, monsieur Thomas Morgan. Donc on commençait non seulement à parler de gènes, mais à faire des cartes génétiques. On savait que les chromosomes portaient l'information génétique. Enfin, la génétique faisait d'énormes progrès à ce moment-là. Et il n'y avait aucune communication entre les deux communautés scientifiques. D'une part, les généticiens qui s'intéressaient à la transmission des caractères d'une génération à une autre chez l'adulte, et qui travaillaient surtout sur des animaux comme les mouches, hein, ou les souris aussi. Et puis les biologistes du développement qui, eux, travaillaient sur des organismes comme les amphibiens ou les oiseaux, et qui faisaient des lésions, des transplantations, des marquages, tout ce que vous voulez. Et les deux communautés ne se parlaient pas du tout. Ça paraît très étrange maintenant, mais c'était complètement séparé. Vous voyez. Ils ont eu le prix Nobel à 2 années d'écart, Spemann et Morgan, dans des mondes à part, on peut dire. Et en fait, bon, ça je passe. Et en fait, les choses ont changé à la fin des années 70, au début des années 80. Et les personnes responsables de ça en large partie, disons, parce que c'est quand même pas non plus les seuls, hein, faut pas exagérer. C'est encore une Allemande, Christiane Nusslein-Vollart, et Eric Wieschaus, qui travaillait avec elle à Heidelberg à l'époque, mais lui n'est pas allemand en fait, malgré son nom, il est américain. Et ce qu'ils ont eu comme idée, c'est de faire des mutants chez la drosophile et de regarder ce que ça donnait sur les embryons. Ça paraît évident maintenant, mais à l'époque, ça a été un coup de tonnerre énorme. C'est un article qui a été publié dans Nature, qui est une des revues les plus prestigieuses au monde. Et bon, moi, j'étais tout jeune étudiant à l'époque, et je me souviens, j'étais dans un labo. Moi, j'ai travaillé sur des marquages de cellules au cours du développement du système nerveux, parce que tous ces mouvements cellulaires dont je vous ai parlé, de la gastrula, de la crête neurale, ça se prolonge bien après, et en particulier dans le système nerveux, en développement, les mouvements des cellules, c'est un bazar infini. Ça bouge dans tous les sens. Et bon, moi, j'ai travaillé 10 ou 12 ans sur ces problèmes, sur des rats. Et dans mon labo, les gens travaillaient tous là-dessus et s'intéressaient absolument pas à la génétique. Hein. Ils faisaient partie vraiment des biologistes du développement classique, disons.
Mais même eux ont été ébranlés par cet article. Et je vais vous en parler donc assez rapidement. Ces gens-là ont également eu le prix Nobel. Je crois que c'était le deuxième prix Nobel en biologie du développement dans l'histoire, après celui de Spemann en 1935. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué des mutants de drosophiles par des techniques de génétique classiques de la drosophile, et ils ont regardé comment ça changeait la segmentation de l'embryon et de la larve de drosophile. Bon, vous n'avez probablement, enfin je sais pas, peut-être que oui, certains d'entre vous ont regardé de près des asticots, mais, ou pas. Mais les embryons et les asticots de drosophiles sont segmentés. On dit métamérisés en langage technique, peu importe, mais ça veut dire qu'ils sont constitués d'une succession de segments, d'anneaux, si vous voulez, sur l'axe avant-arrière. Ces anneaux, enfin ces segments, qu'on appelle des métamères, bref, vous pouvez les reconnaître. Donc vous avez la tête ici, vous avez 3 segments thoraciques, donc thoracique 1, thoracique 2, thoracique 3, et 8 segments abdominaux. Ça, c'est comme ça qu'est organisé un embryon et un asticot de drosophile. D'une part. D'autre part, si vous regardez maintenant deux segments consécutifs, vous voyez qu'on peut distinguer la partie avant et de la partie arrière de chaque segment. Sur la partie arrière, il n'y a pas la cuticule, l'enveloppe de l'asticot, si vous voulez, est nue. Et sur la partie avant, vous avez des petites denticules, enfin des petites excroissances de la cuticule, comme ça, qui en plus sont disposées de telle manière qu'elles sont en forme de parallélépipède, avec le plus petit côté vers l'avant et le plus grand côté vers l'arrière. Ce qui veut dire que vous pouvez distinguer les différents segments les uns des autres, et vous pouvez aussi les orienter. On sait que l'avant est toujours par là, hein, et l'arrière toujours par là. Donc ce qu'ont fait Nusslein, Vollard et Wischhaus, c'est de faire des mutants et de regarder comment ça affectait cette segmentation de la drosophile. Et ils ont trouvé en fait 3 catégories de mutants, et 3 seulement. Une première catégorie de mutants qu'ils ont appelée gap, ça veut dire espace, trou si vous voulez, enfin, qui en fait supprime tout un tas de segments consécutifs. Donc, par exemple, ce mutant-là, eh ben, il fait sauter tous les segments de T1 à A5 inclus. Donc vous n'avez plus que les segments A6, A7, A8. Bon, il y en a d'autres hein, qui font sauter d'autres régions, mais bon, voilà, celui-là fait ça. Vous avez une deuxième catégorie de mutants, qu'on appelle pair rule, qui font sauter un segment sur 2. Soit les segments de numéro pair, soit les segments de numéro impair. Il y a un segment sur 2 qui saute. Et vous avez une troisième catégorie de mutants, qu'ils ont appelé polarité segmentaire, qui en fait conserve le même nombre de segments, mais qui transforme la partie postérieure de chaque segment en partie antérieure, en image en miroir de la partie antérieure. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas du tout être prévu avant. Hein. Je veux dire, c'était vraiment un résultat qui était imprévisible. Mais ils ont trouvé ces 3 catégories de mutants, et 3 seulement. Bon, à partir de là, si vous voulez, l'histoire s'est prolongée énormément. Maintenant, la segmentation de la drosophile, c'est un des trucs qu'on comprend le mieux en biologie du développement. On a caractérisé à peu près tous les gènes impliqués, les interactions entre eux. Je ne vais pas insister du tout là-dessus. Mais l'idée sur laquelle je veux insister, c'est qu'à partir de 1980, la biologie du développement, c'est devenu de la génétique du développement. Que maintenant, quand les gens étudient le développement, ils le font toujours par une approche gène. Ce qui ne se faisait jamais avant. Et on a pu réinterpréter tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, là, avec cette manière-là. Par exemple, on connaît les substances quels gènes sont actifs pour produire quelles substances dans les embryons d'oursins de M. Horstadius ou dans les embryons de Xénope de M. Spemann avec son neuralisateur. On a tout refait comme ça, et maintenant, quand on manipule le développement, en fait, on le manipule de manière, j'allais dire, beaucoup plus fine qu'en faisant des lésions ou des greffes. On le fait en changeant l'expression des gènes dans une région ou dans une autre, etc.
Voilà. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? C'est ça qu'il y a des philosophes des sciences, Monsieur Michel Morange est à la fois un biologiste et un philosophe, si on peut dire, se sont posé la question de pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et vous voyez ce qu'il dit dans un article, bon, il y a une dizaine d'années. Il dit que les bon, j'aurais dû le traduire en français, je m'excuse. Il dit que les obstacles à ça, c'était que il y avait des idées qui paraissaient évidentes alors qu'elles étaient fausses. Et une de ces idées, c'est que tous les gènes d'un organisme contribuent au développement, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, il n'y avait pas l'idée qu'il y ait certains gènes qui sont plus égaux que d'autres, si je peux dire, enfin, qui participent nettement plus que d'autres, de manière plus marquée ou plus forte que d'autres, si vous voulez. Donc la notion de gène de développement n'existait absolument pas. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que une idée qui paraissait absolument évidente à tout le monde aussi, c'est que les mécanismes génétiques du développement devaient être de toute façon n'avoir rien à voir entre un animal et un autre, ou entre un végétal et un autre. Là, enfin, tout ce que je vous ai dit, ça peut être appliqué aux plantes, encore une fois. Voilà. Et en fait, très rapidement, cette approche génétique de la biologie du développement s'est en quelque sorte fusionnée ou s'est rencontrée, s'est mariée, enfin appelez ça comme vous voulez, avec les sciences de l'évolution. Et on a assisté à la naissance d'une nouvelle discipline qu'on a appelée l'Evo-Devo, évolution du développement, qui est de la génétique du développement comparé, en fait. Donc je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que je vois que ça y est, je suis à peu près à l'heure, là. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai fait des cours, organisé des modules à la fac là-dessus, collaboré avec pas mal de gens, etc. Donc je ne sais pas, si un jour Patrick me fait l'honneur de me réinviter dans quelques années ou quoi, je pourrais vous faire un topo sur l'Evo-Devo spécifiquement. Mais je vous donne simplement un exemple de ce que ça a pu apporter. Et cet exemple, c'est le développement de l'œil. Il y a beaucoup de sortes différentes d'yeux chez les animaux. Là, je vous ai mis côte à côte un œil de vertébré, un œil humain, mais en fait, c'est la même structure chez tous les vertébrés, les poissons, les lézards, les mammifères, etc. Donc vous avez un œil qui est un œil, ce qu'on appelle un œil caméra, avec un dispositif de focalisation de la lumière, qui est le cristallin, et puis une surface, un capteur, pour parler en termes d'appareil photo, qui est la rétine ici. Et vous voyez que ça a une structure absolument différente d'un œil d'insecte. Je ne sais pas si vous avez regardé des yeux de mouche ou de libellule. Les yeux d'insecte, c'est organisé de manière totalement différente. D'abord, ça fait saillie à l'extérieur. Ça a une structure convexe comme ça. Et en fait, c'est fait d'une multitude, d'un nombre très variable. Ça peut être quelques dizaines chez certains, jusqu'à plusieurs milliers ou dizaines de milliers chez les libellules, par exemple, d'unités individuelles qu'on appelle des ommatidies. Donc c'est ce qu'on appelle un œil composé ou un œil à facettes. Donc quelque chose qui, vu comme ça, a priori, a absolument rien à voir. Et effectivement, l'origine et le développement des yeux, chez les animaux, ça a fait cogiter les gens depuis très longtemps. Darwin, qui était un type intellectuellement honnête, qui se posait des questions pour savoir si sa théorie tenait la route ou pas, disait que voilà, pour lui c'était difficile d'expliquer ça. Et vous voyez que l'opinion générale, jusque dans les années 1960, 1970, 80 on peut dire, c'était qu'en fait les yeux étaient totalement différents, tellement différents qu'ils étaient apparus indépendamment dans plusieurs lignées d'animaux au cours de l'évolution. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Alors, qu'est-ce que la génétique du développement apporte à ça?
On a trouvé un gène chez la mouche, la drosophile, qu'on a appelé eyeless, ça veut dire sans yeux, hein, qui, quand il est muté, supprime complètement l'œil. L'œil disparaît. Mais, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un gène chez les vertébrés, c'est-à-dire, alors là c'est chez la souris, mais il y a ça chez nous, en fait c'est chez tous les vertébrés, un gène qu'on appelle PAX6, qui quand il est muté conduit exactement à la même chose. Et c'est le même gène. Attention, c'est extrêmement important de voir ça, c'est le même gène. Exactement le même. Ils ont des noms différents parce que, pour des raisons historiques, les drosophilistes appellent les gènes d'après la tête du mutant, mais c'est le même gène. Donc vous avez un gène qui, quand il est supprimé, inactivé, si vous voulez, muté, supprime l'œil. Ça a été fait chez la souris, chez la mouche, mais ça a été refait chez tous les animaux qui ont des yeux sans exception et chez lesquels on peut faire de la manipulation génétique. Chez absolument tous, quand on supprime ce gène, on supprime l'œil. Inversement, si au lieu de supprimer le gène, on le force à s'exprimer dans des régions de l'embryon où il n'est pas censé s'exprimer. Il y a des techniques génétiques pour ça, hein, chez la mouche en particulier. Donc là, vous voyez, c'est des techniques, bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, enfin comment, mais peu importe. Mais en fait, on a forcé l'expression de ce gène dans les appendices, c'est-à-dire les pattes et les antennes, en l'occurrence de la drosophile. Et vous voyez qu'il y a des yeux qui se forment sur les pattes. On peut faire la même chose, bon, en plus grossier, hein, chez la grenouille, chez une grenouille. Si on force l'expression de ce gène dans la peau de la grenouille, et bien vous voyez se former des yeux. Donc non, pas fonctionnels. Ils ne sont pas connectés au cerveau, hein, ceux-là non plus. Hein. En plus, bon, ça c'est évidemment pas viable, mais ils ne sont pas rattachés au cerveau. Hein. Ils ont juste une tête Dieu, si je veux dire, et ils sont pas du tout fonctionnels. Donc vous voyez qu'on a un gène qui, quand vous l'inactivez, provoque la formation d'un œil, et quand il est activé ailleurs, provoque la formation d'un œil. C'est ce qu'on appelle un gène maître, hein, de la formation de l'œil. Donc ce monsieur Gehring, qui a travaillé toute sa vie sur ce gène, et voilà, il dit qu'il compare ça à un interrupteur général, hein, quelque chose qui, quand il est tourné, quand il est actif, va déclencher une cascade, va activer d'autres gènes en aval, hein, un programme, comme il dit, d'environ 2000 gènes qui s'activent et qui vont finalement conduire à la formation de l'œil. Voilà. Donc ça pose la question de savoir si effectivement il n'y a pas plus de rapport qu'on pensait entre les yeux des insectes et les yeux des vertébrés. Hein. Peut-être qu'il y avait un œil ancestral très simple dont la formation était régulée par ce gène PAX6 et qui ensuite a pris des caractéristiques, enfin une évolution différente selon les différentes lignées. C'est une question qui reste plus ou moins ouverte. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.